Le soleil de septembre caressait les toits de Paris, créant un jeu d'ombre et de lumière sur les pavés usés du marché aux puces de Montmartre. Amélie Dubois, 16 ans, déambulait entre les étals, ses cheveux châtains dansant dans la brise légère. Ses yeux verts, toujours en quête de curiosité, scrutaient les objets anciens avec fascination. Elle aimait imaginer les histoires derrière chaque bibelot, chaque meuble patiné par le temps. Maman aurait adoré cet endroit, murmura-t-elle pour elle-même, effleurant du bout des doigts un vieux gramophone. Depuis le décès de sa mère 2 ans plus tôt, ses escapades solitaires étaient devenues son refuge, sa façon de maintenir un lien avec celle qui lui avait transmis cette passion pour les objets anciens. C'est alors qu'elle le vit, presque dissimulé derrière une pile de livres jaunis. Un miroir ovale au cadre en bronze terni, orné de motifs étranges qui semblaient être des visages tourmentés. Amélie s'approcha, comme attirée par une force invisible. « Il vous plaît, mademoiselle ?» La voix rauque du vendeur la fit sursauter. C'était un vieil homme au visage buriné, dont les yeux gris semblaient avoir vu plus que leur part de mystère. « Il est magnifique, » répondit Amélie, incapable de détacher son regard du miroir. « D'où vient-il » Le vieil homme hésita, ses doigts noueux jouant nerveusement avec sa chaîne de montre. « D'une vieille demeure du Marais. » Une succession. Les héritiers voulaient s'en débarrasser rapidement. Quelque chose dans son ton alerta Amélie. « Pourquoi ? Il a une histoire particulière ? Les miroirs gardent les reflets de tous ceux qui s'y sont contemplés, mademoiselle. Celui-ci est très ancien. » Il marqua une pause. Certains objets portent en eux plus que de simples souvenirs. Un frisson parcourut l'échine d'Amélie, mais sa curiosité était plus forte que son appréhension. « Combien ? » « Pour vous, 50 €. » « Mais... » Il s'interrompit, comme s'il cherchait ses mots. « Êtes-vous sûr de le vouloir ? Il y a d'autres miroirs plus ordinaires. »« C'est celui-ci que je veux, » affirma Amélie avec une assurance qui la surprit elle-même. Le trajet de retour vers le petit appartement qu'elle partageait avec son père, dans le 15e arrondissement, lui parut interminable. Le miroir, soigneusement emballé dans du papier journal, pesait étrangement lourd contre sa poitrine. Son père, Philippe Dubois, était encore au travail. Professeur d'histoire à la Sorbonne, il passait ses week-ends à préparer ses cours ou à corriger des copies. Depuis la mort de sa femme, il s'était réfugié dans son travail, laissant Amélie naviguer seule dans les eaux troubles de l'adolescence. Amélie déposa délicatement son trésor sur son lit et défit l'emballage avec précaution. Le miroir semblait plus imposant dans la lumière tamisée de sa chambre. Elle le plaça sur sa commode, face à son lit, et recula pour admirer l'effet. « Parfait, » murmura-t-elle. Ce soir-là, après un dîner silencieux avec son père, Amélie s'installa à son bureau pour terminer ses devoirs. De temps à autre, son regard dérivait vers le miroir. Une fois, elle crut voir un mouvement dans le reflet, comme si quelqu'un passait derrière elle. Elle se retourna vivement, mais sa chambre était vide. « Je deviens parano », se dit-elle en secouant la tête. Vers minuit, épuisée, elle se glissa sous sa couette. La lune projetait des ombres dansantes sur les murs de sa chambre. Ses paupières s'alourdissaient quand un éclat dans le miroir attira son attention. Elle se redressa, le cœur battant. Dans la surface réfléchissante, son reflet la fixait. Mais alors qu'Amélie sentait la peur nouer son estomac, son reflet, lui, souriait d'un sourire qui n'avait rien de rassurant. « Ce n'est pas possible, » chuchota Amélie, se frottant les yeux. Quand elle regarda à nouveau, son reflet était normal, mimant sa propre expression d'effroi. Était-ce son imagination ? Un effet de la fatigue ? Amélie éteignit sa lampe de chevet d'une main tremblante et s'enfouit sous ses couvertures, tournant résolument le dos au miroir. Mais elle ne put chasser la sensation que quelque chose l'observait dans l'obscurité, attendant patiemment qu'elle s'endorme. Cette nuit-là, ses rêves furent peuplés de visages déformés et de mains tendues qui cherchaient à la tirer dans un abîme sans fond. Et au centre de ce cauchemar, le miroir, reflétant non pas son image, mais les ombres de ses peurs les plus profondes. Une semaine s'était écoulée depuis l'acquisition du miroir, et Amélie ne pouvait plus nier l'évidence, quelque chose d'étrange se produisait. Chaque nuit, les visions devenaient plus intenses, plus précises. Ce n'étaient plus de simples reflets déformés, mais des scènes entières qui se déroulaient dans la surface polie du miroir. Ce matin-là, Amélie se réveilla en sursaut, le front couvert de sueur. Dans son rêve, elle avait vu une jeune femme en robe d'époque se jeter par la fenêtre d'un hôtel particulier, son visage tordu par le désespoir. Le plus troublant était que, pendant un instant, elle avait eu l'impression que cette femme était elle. « Amélie »
Tu vas être en retard, appela son père depuis le couloir. Elle s'arracha à ses pensées et se prépara rapidement. Dans le métro qui la conduisait au lycée, elle tenta de rationaliser ses expériences. Peut-être était-ce lié au traumatisme de la mort de sa mère. Une manifestation de son subconscient. Et, Dubois. Tu es avec nous? La voix de Sophie Mercier, sa meilleure amie depuis le collège, la ramena à la réalité. Elles étaient assises dans la cour du lycée, profitant de la pause déjeuner. Désolé, j'étais ailleurs, marmonna Amélie. Sophie l'examina avec inquiétude, repoussant une mèche de ses cheveux blonds derrière son oreille. Tu as l'air crevé. Tout va bien? Amélie hésita. Comment expliquer ces visions sans passer pour une folle? J'ai juste mal dormi. Des cauchemars. Encore? C'est depuis que tu as ce miroir bizarre, non? Sophie fronça les sourcils. Tu devrais peut-être t'en débarrasser. Non. La véhémence de sa réponse surprit Amélie elle-même. Je veux dire, c'est ridicule. Ce n'est qu'un objet. Sophie n'insista pas, mais son regard trahissait son inquiétude. Au fait, tu as entendu parler du nouveau? Il vient d'arriver de Bordeaux. Amélie suivit le regard de son amie. Un garçon qu'elle n'avait jamais vu se tenait près de la fontaine, plongé dans un livre. Grand, les cheveux noirs légèrement ébouriffés, il dégageait une aura d'intensité tranquille. Lucas Moreau, continua Sophie. Il paraît qu'il est en terminale littéraire et qu'il est incollable sur l'histoire de l'art. Comme s'il avait senti qu'on parlait de lui, Lucas leva les yeux et croisa le regard d'Amélie. Un sourire fugace passa sur ses lèvres avant qu'il ne retourne à sa lecture. Il a l'air intéressant, admit Amélie, sentant une chaleur inexplicable envahir ses joues. Le reste de la journée passa dans un brouillard de cours et de conversations sans importance. Amélie ne cessait de penser au miroir, à ses visions, et étrangement, au nouveau, Lucas. En rentrant chez elle, elle décida de commencer des recherches sur l'origine du miroir. Son père possédait une impressionnante bibliothèque sur l'histoire de Paris, et elle espérait y trouver des indices. Après 2 heures de recherche infructueuses, elle tomba sur une mention dans un ouvrage consacré aux arts décoratifs du XVIIIe siècle. Une illustration montrait un miroir similaire au sien, décrit comme appartenant à la famille de Vaudreuil, une lignée noble mystérieusement décimée en 1789, à l'aube de la Révolution française. La malédiction des de Vaudreuil, murmura Amélie, lisant le paragraphe qui évoquait les rumeurs de pactes démoniaques et de miroirs ensorcelés. Un bruit la fit sursauter. Elle se retourna vivement, mais sa chambre était vide. Pourtant, elle aurait juré entendre un murmure, comme si quelqu'un avait chuchoté son nom. Son téléphone vibra, la faisant presque bondir de sa chaise. Un message de Sophie, devine qui m'a demandé ton numéro aujourd'hui. Lucas. Il t'a remarqué à la bibliothèque. Intéressé, émoticône, clin d'œil. Amélie sourit malgré elle. Une distraction bienvenue face à l'inquiétante fascination qu'exerçait sur elle le miroir. Cette nuit-là, alors qu'elle se préparait pour le coucher, Amélie évita délibérément de regarder le miroir. Mais alors qu'elle éteignait la lumière, un éclat attira son attention. Le miroir semblait luire faiblement dans l'obscurité. Incapable de résister, elle s'approcha. La surface du miroir n'était plus réfléchissante mais semblait liquide, comme un étang d'argent fondu. Et dans ses profondeurs, Amélie vit une scène qui lui glaça le sang. Elle se voyait, à 10 ans, le jour de l'accident. Sa mère et elle dans la voiture. La pluie qui tombait en rideau sur le pare-brise. Et puis le camion qui surgissait de nulle part. Le crissement des pneus. Le cri de sa mère. Non, hurla Amélie, reculant précipitamment. Ce souvenir, elle l'avait enfoui au plus profond d'elle-même. Les médecins avaient parlé d'amnésie post-traumatique. Comment le miroir pouvait-il lui montrer ce qu'elle-même avait oublié? Tremblante, elle s'effondra sur son lit, les larmes coulant librement sur ses joues. Le miroir ne reflétait pas seulement son image, il révélait les fragments brisés de son âme, les souvenirs douloureux qu'elle avait refoulés. Et quelque part, au fond d'elle, une voix lui soufflait que ce n'était que le début. La cathédrale Notre-Dame se dressait, majestueuse, contre le ciel gris de Paris. Amélie, emmitouflée dans son écharpe rouge, contemplait les gargouilles qui surplombaient la ville depuis des siècles. Ces créatures de pierre, figées dans des postures grotesques, semblaient la suivre du regard. La nuit précédente, son rêve avait été si vivide qu'elle pouvait encore sentir la pierre froide sous ses doigts. Dans ce songe, les gargouilles s'animaient,
descendait des hauteurs de la cathédrale pour lui parler du miroir. Il révèle ce qui est caché, avait dit l'une d'elles, sa voix rocailleuse résonnant comme un écho lointain. Mais attention à ce que tu cherches, car certains secrets devraient rester enfouis. Mademoiselle ? Vous semblez perdue. Amélie sursauta. Un vieil homme se tenait à quelques pas d'elle, vêtu d'un uniforme de gardien. Ses yeux, d'un bleu délavé, la scrutaient avec une intensité troublante. Je réfléchissais, balbutia-t-elle. Ces gargouilles sont fascinantes. Le vieil homme sourit, révélant des dents étonnamment blanches. Elles ne sont pas là uniquement pour évacuer l'eau de pluie, vous savez. Les bâtisseurs de cathédrales croyaient qu'elles protégeaient l'édifice contre les forces maléfiques. Il s'approcha, baissant la voix. Certains disent qu'elles gardent des secrets bien plus anciens que la chrétienté elle-même. Quelque chose dans sa manière de parler, dans l'éclat de son regard, poussa Amélie à se confier. J'ai rêvé d'elle la nuit dernière. Elle me parlait. Au lieu de la surprise ou de l'incrédulité qu'elle attendait, le vieil homme hocha simplement la tête. Je m'appelle Renard. Monsieur Renard. Et vous êtes ? Amélie Dubois. Eh bien, Amélie Dubois, peut-être que les gardiens de pierre ont un message pour vous. Il désigna un banc à l'écart. Voulez-vous m'en dire plus sur ce rêve ? Pendant l'heure qui suivit, Amélie raconta tout à ce mystérieux monsieur Renard, le miroir, les visions, les souvenirs refoulés qui remontaient à la surface. À sa grande surprise, il l'écouta sans l'interrompre, sans jamais remettre en question sa santé mentale. Ce miroir, dit-il finalement, il correspond à la description d'un artefact très ancien. Un miroir créé au XVIIIe siècle par un alchimiste du nom de Étienne de Vaudreuil. Le cœur d'Amélie manqua un battement. De Vaudreuil ? J'ai lu quelque chose sur cette famille. Ils ont tous péri mystérieusement. Pas tous, corrigea monsieur Renard. La fille cadette a survécu. Elle s'appelait Élise. Il marqua une pause, observant attentivement la réaction d'Amélie. Elle vous ressemblait beaucoup, d'après les portraits d'époque. Un frisson parcourut l'échine d'Amélie. Qu'est-il arrivé à sa famille ? Étienne de Vaudreuil était obsédé par l'idée de capturer l'âme humaine. Il croyait que le miroir, correctement enchanté, pouvait servir de réceptacle. Monsieur Renard soupira. La légende raconte qu'il a réussi, mais à quel prix ? Le miroir a commencé à absorber les âmes de tous ceux qui s'y contemplaient trop longtemps, à commencer par la famille de Vaudreuil. Mais c'est impossible, murmura Amélie, bien que les événements récents l'aient rendue plus ouverte à l'impossible. Il existe des forces dans ce monde que la science moderne ne peut expliquer, répondit simplement monsieur Renard. Votre miroir est l'un des 7 miroirs des âmes créés par de Vaudreuil. Des objets de grande puissance, et de grand danger. Que dois-je faire ? Demanda Amélie, la gorge nouée par l'angoisse. Pour l'instant, évitez de vous contempler dans ce miroir. Et surtout, ne laissez personne d'autre le faire. Il lui tendit une carte. Venez me voir demain, à cette adresse. Je vous en dirai plus. Alors qu'Amélie s'apprêtait à partir, monsieur Renard ajouta, les gargouilles ne parlent pas à tout le monde, Amélie. Si elles vous ont choisi, c'est que vous avez un rôle à jouer dans cette histoire. Sur le chemin du retour, Amélie ne pouvait s'empêcher de lever les yeux vers les toits, cherchant les silhouettes des gargouilles qui semblaient la suivre du regard. Pour la première fois depuis qu'elle avait acquis le miroir, elle se sentait moins seule face à l'inexplicable. Son téléphone vibra. Un message de Lucas, « Salut, c'est Lucas du lycée. Sophie m'a donné ton numéro. Je travaille sur un exposé sur les légendes parisiennes et j'ai entendu dire que tu t'intéressais à l'histoire. Ça te dirait qu'on en discute autour d'un café. » Amélie sourit malgré elle. Une rencontre normale, avec un garçon normal. Cela semblait appartenir à une autre vie, une vie où les miroirs ne révélaient que des reflets et où les gargouilles restaient de pierre. Elle répondit, avec plaisir. Demain après les cours ? Ce soir-là, en rentrant chez elle, Amélie couvrit le miroir d'un drap épais. Mais même ainsi, elle pouvait sentir sa présence, comme un battement de cœur étranger dans sa chambre. Et lorsqu'elle s'endormit enfin, ce fut pour rêver d'Élise de Vaudreuil, la jeune fille qui lui ressemblait tant, fuyant à travers les rues de Paris, poursuivie par des ombres aux yeux de verre. Au petit matin, Amélie fit une découverte qui la glaça d'effroi. Sur le drap qui recouvrait le miroir, une phrase était tracée, comme écrite avec un doigt invisible, « Tu ne peux pas me cacher ce que je connais déjà. » Le café, les deux magots, bourdonnaient de conversation, créant un fond sonore rassurant. Amélie,
installée à une table en retrait, feuilletait nerveusement un livre sur l'alchimie qu'elle avait emprunté à la bibliothèque municipale. Les révélations de Monsieur Renard l'avaient plongée dans un tourbillon de recherches frénétiques. Passionnante lecture. Elle leva les yeux. Lucas se tenait devant elle, un sourire chaleureux aux lèvres. Vêtu d'une veste en cuir usé et d'une écharpe bleue qui accentuait la profondeur de ses yeux noirs, il dégageait une assurance tranquille qui contrastait avec le chaos intérieur d'Amélie. Des recherches personnelles, répondit-elle en refermant précipitamment le livre. Lucas s'installa face à elle, commandant 2 cafés d'un geste familier au serveur. Sophie m'a dit que tu étais une passionnée d'histoire, comme moi. Sophie parle trop, sourit Amélie, sentant une chaleur inattendue envahir ses joues. Mais oui, j'aime l'histoire. Surtout celle de Paris. La ville aux 1000 secrets, acquiesça Lucas. C'est ce qui m'a poussé à venir étudier ici. Bordeaux est belle, mais Paris. Il fit un geste englobant la terrasse, la rue, les bâtiments haussmanniens. Paris est un livre d'histoire à ciel ouvert. Pendant l'heure qui suivit, ils parlèrent de tout et de rien, de leurs études, de leurs ambitions, de leurs livres préférés. Amélie se surprit à rire, à oublier momentanément le miroir et ses visions. Lucas avait cette capacité rare de la faire se sentir normale, ancrée dans le présent. Et donc, dit-il finalement, désignant le livre d'alchimie, qu'est-ce qui t'intéresse tant dans les sciences occultes? Amélie hésita. Pouvait-elle lui faire confiance? Quelque chose dans son regard attentif, dénué de jugement, la poussa à se confier. J'ai trouvé un objet ancien, un miroir. Et depuis, des choses étranges se produisent. Au lieu de l'incrédulité qu'elle redoutait, Lucas se pencha en avant, visiblement intrigué. Quel genre de choses? Des visions. Des souvenirs qui ne sont pas les miens. Comme si le miroir montrait plus que des reflets. Lucas resta silencieux un moment, son regard perdu dans le vague. Il y a une légende parisienne à propos de miroirs enchantés. Les miroirs des âmes, créés par un alchimiste du nom de Vaudreuil, compléta Amélie, stupéfaite. Comment sais-tu cela? Un sourire énigmatique passa sur les lèvres de Lucas. Disons que l'histoire occulte de Paris est ma spécialité. Mon père est conservateur au musée Carnavalet, section objets d'art du XVIIIe siècle. J'ai grandi entouré de ces histoires. Il sortit un carnet de sa sacoche et commença à dessiner rapidement. À quoi ressemble ton miroir exactement? Amélie décrivit le cadre en bronze, les visages tourmentés qui l'ornaient. Lucas hocha la tête, complétant son croquis. C'est bien l'un d'eux, murmura-t-il. Selon la légende, de Vaudreuil a créé 7 miroirs, chacun capable de capturer un aspect différent de l'âme humaine. Le tien semble être celui des regrets, qui révèle les souvenirs refoulés, les culpabilités enfouies. Comment puis-je l'arrêter? Demanda Amélie, la gorge serrée. Lucas la fixa intensément. Tu ne peux pas. Pas seul en tout cas. Ces miroirs sont liés entre eux. Il faudrait tous les réunir pour briser leur pouvoir. Et où sont les autres? Dispersés. Certains perdus à jamais. D'autres? Il hésita. D'autres sont protégés par des gardiens qui comprennent leur pouvoir. Amélie pensa immédiatement à Monsieur Renard. Comme une confrérie secrète? Le regard de Lucas s'aiguisa. Tu en as déjà entendu parler? J'ai rencontré quelqu'un, à Notre-Dame. Un certain Monsieur Renard. Lucas pâlit visiblement. Méfie-toi de lui, Amélie. Renard appartient à une faction qui cherche à utiliser les miroirs, pas à les neutraliser. Mais il m'a semblé sincèrement inquiet pour moi, protesta Amélie, désorientée par cette révélation. C'est un manipulateur, insista Lucas. Écoute, je peux t'aider. Mon père a accès à des documents anciens qui pourraient nous éclairer sur ces miroirs. Amélie hésitait, tiraillée entre sa confiance naissante envers Lucas et les avertissements de Monsieur Renard. Qui disait la vérité? Qui manipulait qui? Son téléphone vibra, la sortant de ses pensées. Un message de Sophie, urgent. Viens chez moi dès que possible. J'ai vu quelque chose dans ta chambre hier quand je suis passé prendre tes notes. Le miroir. Le sang d'Amélie se glaça. Elle avait complètement oublié que Sophie devait passer chez elle pendant qu'elle était à Notre-Dame. Je dois y aller, dit-elle précipitamment, rassemblant ses affaires. Lucas la retint par le poignet, son contact envoyant une étrange chaleur dans son bras. Promets-moi d'être prudente. Et de ne pas voir Renard seul. Je ne sais plus qui croire, avoua Amélie.
Crois en toi-même, répondit simplement Lucas. Les miroirs ne montrent que ce qui existe déjà en nous. Ta force aussi. Sur le chemin vers l'appartement de Sophie, Amélie ne cessait de repenser à cette conversation. Lucas semblait en savoir beaucoup trop peut-être sur les miroirs. Était-ce vraiment une coïncidence qu'il soit arrivé dans sa vie juste après qu'elle ait acquis le miroir? L'appartement de Sophie se trouvait dans un immeuble moderne du 13e arrondissement. Quand son ami lui ouvrit la porte, Amélie fut frappée par son apparence, teint blême, cerne profond, regard hanté. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda Amélie, alarmée. Sophie l'attira à l'intérieur, refermant précipitamment la porte. « J'ai touché ton miroir, murmura-t-elle. Juste un instant. Et depuis, je vois des choses, Amélie. Des choses terribles. Quoi? Quelle chose? Les yeux de Sophie se remplirent de larmes. Mon frère. Je vois mon frère. Amélie savait que le frère de Sophie, Thomas, était mort noyé 5 ans plus tôt. Un accident tragique dont Sophie ne parlait jamais. Il me regarde avec tellement de reproches, continua Sophie, sa voix se brisant. Comme s'il savait. Savait quoi? Demanda doucement Amélie. Sophie s'effondra sur le canapé, secouée de sanglots. Que c'était ma faute. Nous nous étions disputés ce jour-là. Je l'ai poussé, pas fort, juste. Il a glissé sur les rochers. Je n'ai pas voulu ça, Amélie, je te le jure. Amélie enlaça son amie, horrifiée par cette confession mais comprenant soudain le pouvoir véritable du miroir. Il ne créait pas les horreurs, il les révélait, forçant chacun à confronter ses démons intérieurs. Ce n'était pas ta faute, murmura-t-elle. C'était un accident. Le miroir c'est la vérité, gémit Sophie. Il me montre ce que j'ai fait. Amélie prit le visage de son amie entre ses mains. Écoute-moi. Ce miroir est dangereux. Il se nourrit de nos peurs, de notre culpabilité. Tu ne dois plus y penser, tu m'entends? Mais au fond d'elle-même, Amélie savait que c'était plus facile à dire qu'à faire. Le miroir avait déjà commencé son œuvre, tissant sa toile autour d'elle, révélant les secrets enfouis qui les liaient. Et quelque part dans Paris, d'autres miroirs attendaient, prêts à refléter d'autres vérités, d'autres horreurs. L'adresse que M. Renard avait donnée à Amélie menait à une librairie ancienne nichée dans une ruelle étroite de l'île Saint-Louis. Au manuscrit oublié, indiquait une enseigne en bois patiné. La vitrine poussiéreuse exposait des grimoires reliés de cuir et des cartes jaunies par le temps. Amélie hésita sur le seuil, les avertissements de Lucas résonnant dans son esprit. Pouvait-elle faire confiance à M. Renard? Mais avait-elle vraiment le choix? Sophie sombrait dans une spirale de culpabilité et de terreur, et elle-même ne dormait presque plus, hantée par des visions de plus en plus précises d'Élise de Vaudreuil. La clochette tinta doucement lorsqu'elle poussa la porte. L'intérieur de la boutique était un labyrinthe de rayonnage croulant sous les livres, l'air chargé d'une odeur de papier ancien et dansant. Personne ne semblait présent. Monsieur Renard, appela-t-elle timidement. Un bruit de pas feutrés lui parvint du fond de la boutique. Mais ce n'était pas le vieux gardien qui apparut. Une femme d'une 50aine d'années, aux longs cheveux argentés et aux yeux d'un vert intense, émergea de l'ombre. « Mademoiselle Dubois, dit-elle d'une voix mélodieuse. Nous vous attendions. » « Nous, répéta Amélie, soudain méfiante. La femme sourit. « Je suis Hélène Devreux. Monsieur Renard m'a prévenu de votre visite. Suivez-moi, je vous prie. » Elle conduisit Amélie vers l'arrière-boutique, déverrouillant une porte dissimulée derrière une tapisserie. Un escalier en colimaçon descendait dans les profondeurs du bâtiment. « Où allons-nous » demanda Amélie, une pointe d'inquiétude dans la voix. « À la rencontre de ceux qui, comme vous, ont croisé le chemin des miroirs des âmes, répondit simplement Hélène. La cave voûtée dans laquelle elles débouchèrent était éclairée par des dizaines de bougies. Au centre, une grande table ronde en bois sombre autour de laquelle étaient assis plusieurs personnes, dont Monsieur Renard. Sur les murs, des étagères croulaient sous le poids de manuscrits anciens et d'objets étranges. Et, plus troublant encore, cette alcôve avait été aménagée, chacune contenant un support vide, comme attendant un objet précieux. « Voici notre jeune ami, annonça Hélène aux personnes présentes. Monsieur Renard se leva, accueillant Amélie avec un sourire bienveillant. « Je suis heureux que vous ayez décidé de venir, malgré les doutes que l'on a pu semer dans votre esprit. » Amélie rougit légèrement. Comment savait-il pour sa conversation avec Lucas? Permettez-moi de vous présenter la confrérie des gardiens, continua Monsieur Renard, désignant les personnes autour de la table.
Nous veillons sur les secrets occultes de Paris depuis des siècles, protégeant les artefacts dangereux des mains malveillantes. Comme les miroirs des âmes, murmura Amélie. Exactement, confirma une femme aux traits asiatiques, dont les mains étaient couvertes de tatouages anciens. Je suis Meilin, spécialiste des objets enchantés. Votre miroir est l'un des 7 créés par Étienne de Vaudreuil, le miroir des regrets. Il révèle les souvenirs refoulés, ajouta un homme chauve à la barbe rousse. Les culpabilités enfouies, les traumatismes oubliés. Je l'ai compris, dit Amélie, pensant à Sophie et à son terrible secret. Mais pourquoi moi? Pourquoi le miroir m'a-t-il choisi? Un silence pesant s'installa. Les membres de la confrérie échangèrent des regards lourds de sens. Montrez-lui, ordonna finalement Monsieur Renard. Hélène se dirigea vers une armoire ancienne et en sortit un portrait encadré qu'elle tendit à Amélie. La jeune fille étouffa un cri de surprise. Le portrait représentait une jeune femme en tenue d'époque, dont les traits étaient presque identiques aux siens. Élise de Vaudreuil, expliqua Hélène. La fille cadette d'Étienne, la seule à avoir survécu à la malédiction des miroirs. La ressemblance est frappante, murmura Amélie, troublée. Ce n'est pas une coïncidence, intervint Monsieur Renard. Les objets de grande puissance sont attirés par ceux qui partagent un lien avec leur créateur. Vous êtes une descendante d'Élise de Vaudreuil, Amélie. C'est impossible, protesta-t-elle. Ma famille n'a rien de noble ou d'ancien. Mon père est professeur, ma mère était infirmière. Votre mère, corrigea doucement Monsieur Renard. Catherine Dubois, née Valmont. Les Valmont sont une branche éloignée des de Vaudreuil, qui ont changé de nom après la Révolution pour échapper aux persécutions. Amélie chancela sous le poids de cette révélation. Sa mère ne lui avait jamais parlé de ses origines, se contentant d'évoquer une famille ordinaire de Normandie. Le sang appelle le sang, continua Meilin. Le miroir vous a reconnu comme l'héritière légitime de son créateur. Mais que veut-il de moi, demanda Amélie, la gorge nouée. Il cherche à se compléter, expliqua l'homme à la barbe rousse. Les 7 miroirs ont été conçus pour fonctionner ensemble, comme les facettes d'une même âme. Séparés, ils sont puissants mais incomplets. Réunis, ils formeraient un portail entre les mondes, acheva Hélène. Un passage entre le royaume des vivants et celui des morts. Amélie frissonna. Et c'est ce que vous voulez? Les réunir? Nous voulons les protéger, corrigea Monsieur Renard. Les empêcher de tomber entre de mauvaises mains. Comme celle du jeune homme que vous avez rencontré. Lucas, s'étonna Amélie. Que vient-il faire dans cette histoire? Lucas Moreau n'est pas celui qu'il prétend être, dit gravement Monsieur Renard. Son véritable nom est Lucas Vernet, et il appartient à une faction dissidente, les collectionneurs, qui cherchent à réunir les miroirs pour exploiter leur pouvoir. Le cœur d'Amélie se serra. Lucas lui avait semblé si sincère, si normal. Était-ce possible qu'il les manipulait depuis le début? Comment puis-je savoir que vous me dites la vérité, demanda-t-elle, soudain méfiante. Lucas m'a dit exactement l'inverse à votre sujet. Monsieur Renard sourit tristement. C'est à vous de décider en qui placer votre confiance, Amélie. Mais sachez ceci, les gargouilles de Notre-Dame ne parlent qu'à ceux dont le cœur est pur. Si elles vous ont choisi, c'est qu'elles vous jugent dignes de protéger les miroirs, pas de les exploiter. Les gargouilles, murmura Amélie, se rappelant son rêve étrange. Ce ne sont pas de simples sculptures, expliqua Hélène. Ce sont les représentations des gardiens originels, des êtres spirituels qui maintiennent l'équilibre entre les mondes. Elles veillent sur Paris depuis des siècles, protégeant la ville des forces occultes qui la convoitent. Et elles m'ont parlé, réalisa Amélie. Dans mes rêves. Parce qu'elles vous ont reconnu comme l'une des leurs, confirma Meilin. Une gardienne née. Amélie se sentit submergée par toutes ces révélations. Son identité, son héritage, le rôle qu'on attendait d'elle. C'était trop à assimiler d'un coup. J'ai besoin de réfléchir, dit-elle finalement. Tout ceci est énorme. Bien sûr, acquiesça Monsieur Renard. Mais n'attendez pas trop longtemps. Les collectionneurs savent que vous possédez le miroir des regrets. Ils feront tout pour vous le prendre. Et mon amie Sophie? Elle a touché le miroir et maintenant elle voit des choses. Le miroir révèle les vérités enfouies, expliqua Meilin. Votre amie doit affronter ses propres démons. Vous ne pouvez pas le faire à sa place, mais vous pouvez l'aider à comprendre que le miroir n'est qu'un reflet, pas un juge. Avant de partir, Hélène remit à Amélie un petit sachet en velours noir. De la sauge et du sel béni.
Brûlez la sauge devant le miroir chaque soir et tracez un cercle de sel autour. Cela limitera son influence pendant que vous dormez. Sur le chemin du retour, Amélie ne cessait de repenser à tout ce qu'elle avait appris. Était-elle vraiment la descendante d'une famille d'alchimistes? Les gargouilles l'avaient-elles réellement choisi? Et surtout, Lucas était-il un ennemi ou un allié? Son téléphone vibra. Un message de Lucas: j'ai trouvé des informations importantes sur le miroir. Retrouve-moi demain après les cours à la bibliothèque Sainte-Geneviève. Amélie fixa l'écran, indécise. Devait-elle y aller? Était-ce un piège? Ou Lucas détenait-il vraiment des informations qui pourraient l'aider? Une chose était certaine, elle ne pouvait plus faire confiance à personne. Pas même à son propre reflet. La bibliothèque Sainte-Geneviève, avec sa grande salle de lecture aux colonnes de fonte et ses milliers de livres anciens, était l'un des endroits préférés d'Amélie à Paris. En temps normal, l'atmosphère studieuse et le murmure feutré des pages tournées l'auraient apaisée. Mais aujourd'hui, chaque ombre semblait dissimuler une menace, chaque regard étranger une possible surveillance. Lucas l'attendait dans un recoin isolé, entre deux rayonnages consacrés à l'histoire médiévale. Son visage s'illumina en la voyant, mais Amélie resta sur ses gardes, observant attentivement ses réactions. « Tu es venu, dit-il avec un soulagement évident. J'avais peur que... » « Que quoi ?» l'interrompit Amélie, plus sèchement qu'elle ne l'aurait voulu. « Que je découvre qui tu es vraiment, Lucas Vernet ?» Le jeune homme pâlit visiblement, ses yeux s'écarquillant sous le choc. « Ils t'ont parlé, murmura-t-il. La confrérie. Ils m'ont dit que tu appartenais aux collectionneurs. Que tu voulais réunir les miroirs pour exploiter leur pouvoir. » Lucas passa une main nerveuse dans ses cheveux. « C'est plus compliqué que ça, Amélie. Laisse-moi t'expliquer. » « Pourquoi te croirais-je » demanda-t-elle, luttant contre l'envie de lui faire confiance malgré tout. Il y avait quelque chose dans ses yeux, une sincérité qui l'ébranlait. « Parce que je suis comme toi, répondit-il doucement. Un descendant. Ma famille, les Vernet, est issue de la branche aînée des de Vaudreuil. Nous sommes cousins éloignés, en quelque sorte. Amélie sentit son cœur manquer un battement. « Tu le savais depuis le début? Tu m'as approché à cause du miroir? » Oui et non, admit Lucas. Je savais qui tu étais. Les collectionneurs surveillent les descendants des grandes familles alchimiques. Mais je ne savais pas que tu avais trouvé le miroir des regrets jusqu'à ce que je te voie à la bibliothèque, plongé dans des livres sur l'alchimie. Il sortit de son sac un épais dossier qu'il posa sur la table entre eux. Voici toute la vérité sur les miroirs des âmes et sur les deux factions qui se les disputent depuis des siècles. Amélie hésita, puis ouvrit le dossier. Il contenait des copies de manuscrits anciens, des photographies jaunies, des arbres généalogiques complexes. Et au milieu de tout cela, un portrait d'Étienne de Vaudreuil, dont les traits rappelaient étrangement ceux de Lucas. La confrérie des gardiens et les collectionneurs étaient autrefois une seule et même organisation, expliqua Lucas. Fondée par Élise de Vaudreuil après la mort de sa famille, elle avait pour mission de retrouver et protéger les 7 miroirs. Mais au fil des générations, un désaccord fondamental a divisé le groupe. Quel désaccord ? demanda Amélie, fascinée malgré sa méfiance. L'usage des miroirs, répondit Lucas. Les gardiens croient qu'ils sont trop dangereux pour être utilisés et doivent rester séparés. Les collectionneurs, dont je fais partie, pensent qu'ensemble, correctement maîtrisés, ils pourraient servir à de grandes choses. Comme ouvrir un portail vers le monde des morts, ironisa Amélie. Lucas secoua la tête. C'est ce que racontent les gardiens pour effrayer les gens. La vérité est plus nuancée. Les miroirs, ensemble, permettraient de voir au-delà des apparences, de percer le voile qui sépare la réalité visible de la réalité invisible. Imagine le potentiel pour la science, pour la compréhension de l'univers. Il y avait une passion sincère dans sa voix qui troubla Amélie. Était-il possible que les deux factions aient chacune une part de vérité? Pourquoi devrais-je te croire plutôt que Monsieur Renard, demanda-t-elle. Je ne te demande pas de me croire sur parole, répondit Lucas. Je te demande de chercher la vérité par toi-même. Regarde ces documents. Pose-toi des questions. Et surtout, écoute ton instinct. Il lui tendit une clé ancienne. Cette clé ouvre une chambre forte à la Banque de France. Elle appartenait à Élise de Vaudreuil et se transmet dans ma famille depuis des générations. À l'intérieur, tu trouveras son journal intime. Il te révélera la véritable histoire des miroirs. Amélie prit la clé, sentant son poids dans sa paume. Pourquoi me la donner?
Parce que je crois que tu es celle qui décidera du destin des miroirs, dit simplement Lucas. Pas moi, pas Renard. Toi. Leur conversation fut interrompue par la vibration du téléphone d'Amélie. Un message de Sophie, besoin de te voir. Urgent. Je ne peux plus supporter ces visions. Je dois y aller, dit Amélie, rangeant précipitamment la clé dans sa poche. Mon ami a besoin de moi. Lucas acquiesça. Sois prudente, Amélie. Et n'oublie pas, quoi que te montre le miroir, ce n'est qu'un reflet de ce qui existe déjà en toi. Ta peur, mais aussi ta force. L'appartement de Sophie était plongé dans la pénombre quand Amélie arriva. Les rideaux étaient tirés, et une odeur âcre de renfermé flottait dans l'air. Sophie, appela Amélie, inquiète. Son amie émergea de sa chambre, l'air hagard. Ses cheveux blonds, d'ordinaire si soignés, étaient ternes et emmêlés. Ses yeux, rougis par les larmes, semblaient enfoncés dans leurs orbites. « Il ne me laisse pas tranquille, murmura-t-elle. Thomas. Je le vois partout. Dans les miroirs, les fenêtres, même dans l'eau du bain. » Amélie la prit dans ses bras, sentant son corps frêle trembler contre le sien. « Sophie, écoute-moi. Ce que tu vois, ce n'est pas Thomas. C'est le reflet de ta culpabilité, de ta douleur. Tu ne comprends pas, sanglota Sophie. C'était ma faute. Nous nous étions disputés ce jour-là, à la plage. Il voulait rentrer, j'ai insisté pour rester. Il est parti seul, furieux. Je l'ai suivi pour m'excuser et je l'ai vu, sur les rochers. J'ai crié son nom, il s'est retourné, surpris, et, il a glissé. Je l'ai regardé se noyer, Amélie. J'étais paralysé par la peur. Je n'ai rien fait. La confession de Sophie, brutale et déchirante, résonna dans l'appartement silencieux. Amélie comprit alors la puissance véritable du miroir des regrets, il ne créait pas la culpabilité, il la révélait, la rendait impossible à ignorer. Ce n'était pas ta faute, dit doucement Amélie. C'était un accident tragique. Tu étais une enfant. Mes parents ne me l'ont jamais dit, mais je sais qu'ils me blâment, murmura Sophie. Je le vois dans leurs yeux, chaque fois qu'ils me regardent. Ils auraient préféré que ce soit moi qui me noie ce jour-là. C'est faux, protesta Amélie. Ils t'aiment. Ils souffrent, comme toi. Sophie secoua la tête, inconsolable. J'ai essayé de vivre avec ça, de l'enfouir. Et j'y arrivais, jusqu'à ce que je touche ce maudit miroir. Maintenant, je ne peux plus faire semblant. Je vois la vérité, et elle me tue, Amélie. Amélie prit le visage de son amie entre ses mains, la forçant à la regarder dans les yeux. Écoute-moi, Sophie. Le miroir ne montre pas la vérité, mais une vérité. Ta vérité, déformée par la culpabilité et le chagrin. Tu dois l'affronter, pas la fuir. Comment, demanda Sophie, sa voix à peine audible. En acceptant ce qui s'est passé. En te pardonnant à toi-même. Amélie hésita, puis ajouta, et peut-être en parlant à tes parents. Ils souffrent aussi, Sophie. Peut-être que partager cette douleur vous aiderait tous à guérir. Pendant les heures qui suivirent, Amélie resta auprès de son amie, l'écoutant, la réconfortant. Lentement, Sophie sembla reprendre pied, comme si le simple fait de partager son fardeau l'avait allégé. Quand Amélie quitta finalement l'appartement, la nuit était tombée sur Paris. Les réverbères projetaient des halos de lumière jaune sur les trottoirs humides d'une récente averse. Elle marchait d'un pas rapide, pressée de rentrer chez elle pour examiner les documents que Lucas lui avait confiés. Mais en tournant dans sa rue, elle sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Les lumières de son appartement étaient allumées, alors que son père était censé être à un colloque à Lyon pour le week-end. Prudemment, elle s'approcha de l'immeuble, scrutant les fenêtres de leur appartement au 3e étage. Une silhouette se déplaçait derrière les rideaux, trop grande pour être celle de son père. Son téléphone vibra. Un message de Monsieur Renard, ne rentrez pas chez vous. Les collectionneurs sont là. Ils cherchent le miroir. Retrouvez-moi à Notre-Dame immédiatement. Le cœur battant, Amélie recula dans l'ombre d'un porche. Lucas l'avait-il trahi? Était-ce un piège orchestré par les collectionneurs? Ou par les gardiens? Elle ne savait plus qui croire, mais une chose était certaine, le jeu devenait dangereux, et elle était au centre d'une bataille dont elle commençait à peine à comprendre les enjeux. Serrant la clé que Lucas lui avait donnée, elle prit sa décision. Avant de faire confiance à quiconque, elle devait découvrir la vérité par elle-même.
Et cette vérité se trouvait peut-être dans le journal d'Élise de Vaudreuil, enfermé depuis des siècles dans une chambre forte de la Banque de France. L'orage grondait au-dessus de Paris, illuminant par intermittence la façade majestueuse de Notre-Dame. Amélie, trempée jusqu'aux os, se tenait sur le parvis désert, hésitant à entrer. Après avoir découvert des intrus dans son appartement, elle avait erré dans les rues pendant des heures, incapable de décider à qui faire confiance. Le message de Monsieur Renard l'avait dirigée vers la cathédrale, mais était-ce un piège? Et si c'était Lucas qui disait vrai? Les documents qu'il lui avait confiés, qu'elle avait parcourus dans un café avant que la pluie ne l'enchasse, semblaient authentiques et révélaient une histoire bien plus complexe que celle racontée par la confrérie. Un éclair déchira le ciel, suivi presque immédiatement d'un coup de tonnerre assourdissant. Dans cette lumière fugace, Amélie crut voir les gargouilles bouger, leurs silhouettes grotesques s'étirant comme si elles s'éveillaient d'un long sommeil de pierre. Imagination, murmura-t-elle pour se rassurer. Pourtant, alors qu'elle gravissait les marches menant au portail central, elle ne put s'empêcher de lever les yeux vers les créatures sculptées. Leur regard semblait la suivre, attentif, presque, protecteur. L'intérieur de la cathédrale était plongé dans une semi-obscurité, uniquement éclairé par quelques cierges vacillants et les éclairs qui filtraient à travers les vitraux. Amélie avança lentement dans la nef, ses pas résonnant sur les dalles de pierre. « Monsieur Renard » appela-t-elle doucement. Seul l'écho de sa voix lui répondit. La cathédrale semblait déserte, abandonnée même par les gardiens habituels. Amélie s'approcha de l'autel, scrutant les ombres. C'est alors qu'elle le vit, posé sur les marches, son miroir. Le miroir des regrets, avec son cadre en bronze orné de visages tourmentés, reflétant la lueur tremblotante des cierges. « Comment est-il arrivé ici » murmura-t-elle, s'avançant prudemment. « Je l'ai apporté » répondit une voix familière derrière elle. Amélie se retourna vivement. Lucas se tenait à quelques mètres, son visage grave partiellement dissimulé par les ombres. « Toi » s'étonna-t-elle. « Comment l'as-tu pris ?»« Il était dans ma chambre. »« J'ai dû agir vite » expliqua Lucas. « Les gardiens ont découvert que tu possédais le miroir. Ils auraient tout fait pour te le prendre. »« Les gardiens » répéta Amélie, confuse. « Mais c'est ton message qui m'a averti que des gens étaient chez moi. »« Ce n'était pas mon message » dit Lucas, s'approchant lentement. « Amélie, tu dois me faire confiance. Les gardiens ne sont pas ce qu'ils prétendent être. Ils ne veulent pas protéger les miroirs, mais les utiliser pour leurs propres fins. »« Et les collectionneurs sont différents » demanda-t-elle, sceptique. « Nous voulons comprendre le pouvoir des miroirs, pas l'exploiter » affirma Lucas. « Nous croyons qu'ils peuvent révéler des vérités fondamentales sur la nature de la réalité. » Un nouvel éclair illumina la cathédrale, projetant des ombres démesurées sur les murs. Amélie crut entendre un craquement au-dessus d'eux, comme si la pierre elle-même se mettait en mouvement. « As-tu lu les documents que je t'ai donnés » demanda Lucas. « Le journal d'Élise. »« Je n'ai pas eu le temps d'aller à la banque » admit Amélie. « Mais j'ai lu les copies des lettres. Elles suggèrent que les miroirs étaient conçus comme des instruments de connaissance, pas comme des portails vers le monde des morts. » Exactement, acquiesça Lucas avec ferveur. Étienne de Vaudreuil était un visionnaire, pas un fou. Il cherchait à percer les mystères de l'âme humaine, à comprendre ce qui nous lie au cosmos. Alors pourquoi sa famille est-elle morte demanda Amélie. Si les miroirs n'étaient pas dangereux? Le visage de Lucas s'assombrit. C'est là que réside le véritable secret. La famille de Vaudreuil n'a pas été tuée par les miroirs, mais par ceux qui voulaient les posséder. Les ancêtres de la confrérie des gardiens. Un bruit de pas interrompit leur conversation. Monsieur Renard émergea de l'ombre d'un pilier, suivi de près par Hélène Devreux et deux autres membres de la confrérie qu'Amélie reconnut. « Quel mensonge racontez-vous encore, Vernet » lança Monsieur Renard d'un ton glacial. « Je révèle la vérité que vous avez cachée pendant des siècles, » répliqua Lucas, se plaçant instinctivement devant Amélie. « La vérité » ricana Hélène. « Vous, les collectionneurs, avez toujours excellé dans l'art de tordre l'histoire à votre avantage. » Amélie regardait alternativement les deux groupes, perdus. Qui disait vrai? Qui manipulait l'histoire? Amélie, dit doucement Monsieur Renard, tendant la main vers elle. Viens avec nous. Tu es en danger ici. N'y va pas, murmura Lucas. Ils veulent le miroir, pas te protéger. L'orage redoubla d'intensité, les éclairs se succédant sans interruption, illuminant la cathédrale d'une lumière surnaturelle. Et puis, un craquement assourdissant retentit, suivi d'un bruit de pierre qui se fracasse.
Tous levèrent les yeux vers les hauteurs de la cathédrale. Une gargouille venait de se détacher de sa corniche et s'était écrasée sur le sol, à quelques mètres d'eux, se brisant en 1000 morceaux. « Qu'est-ce que » commença Hélène, mais elle s'interrompit, les yeux écarquillés d'horreur. Les fragments de pierre se rassemblaient, se reconfiguraient, formant une créature grotesque mais bien vivante. La gargouille se dressait maintenant devant eux, ses yeux luisant d'une lumière intérieure, ses griffes de pierre raclant les dalles. « Les gardiens originels, murmura Monsieur Renard. Ils s'éveillent. » D'autres craquements résonnèrent dans la cathédrale. Une à une, les gargouilles se détachaient de leur perchoir, tombaient au sol et prenaient vie. Bientôt, une dizaine de créatures de pierre les encerclaient, leurs regards fixés sur les humains avec une intelligence troublante. « Qu'est-ce qui se passe » demanda Amélie, terrifiée. « Les gargouilles protègent la cathédrale et ses secrets, expliqua Lucas. Elles ne s'éveillent que lorsqu'une menace grave pèse sur l'équilibre. »« Quelle menace » demanda Amélie. Comme en réponse à sa question, la porte principale de la cathédrale s'ouvrit avec fracas. Un groupe d'hommes et de femmes en tenue sombre s'avança dans la nef, mené par un homme âgé dont le visage sévère était barré d'une cicatrice. « Vernet » cracha l'homme à la cicatrice en apercevant Lucas. « J'aurais dû me douter que tu serais là. »« Père » répondit Lucas, sa voix trahissant une émotion complexe. « Ton père » s'étonna Amélie. Gérard Vernet présenta Monsieur Renard avec mépris. Le chef des collectionneurs. Un homme prêt à tout pour obtenir les 7 miroirs, y compris sacrifier son propre fils. Je ne sacrifie personne, rétorqua Gérard. Je poursuis simplement la mission que notre famille s'est fixée il y a des siècles, réunir les miroirs pour révéler la vérité ultime. La vérité ultime, répéta Amélie. Quelle vérité? Celle que les gardiens cachent depuis des générations, répondit Gérard. Les miroirs, ensemble, ne forment pas un portail vers le monde des morts, mais un instrument de vision parfaite. Ils permettent de voir au-delà des apparences, au-delà du temps lui-même. Pour contrôler le passé et l'avenir, ajouta Monsieur Renard. Pour jouer à Dieu. Les gargouilles s'agitèrent, leur corps de pierre émettant un grondement sourd qui résonna dans toute la cathédrale. Elles semblaient réagir à la tension croissante entre les deux factions. Assez de mensonges, trancha Gérard. Donnez-nous le miroir, et personne ne sera blessé. Jamais, répliqua Monsieur Renard. Nous protégeons les miroirs depuis des siècles, et nous continuerons à le faire. La tension était palpable. Amélie, prise entre les deux factions, sentait que la situation pouvait dégénérer à tout moment. Le miroir, toujours posé sur les marches de l'autel, semblait luire d'une lumière propre, comme s'il se nourrissait du conflit qui l'entourait. C'est alors qu'une voix résonna dans la cathédrale, une voix qui ne semblait appartenir à aucun des présents, grave et ancienne comme la pierre elle-même. Assez. Tous se figèrent. La plus grande des gargouilles s'avança, ses ailes de pierre déployées, ses yeux brillants d'une lueur bleutée. Les miroirs n'appartiennent ni aux gardiens, ni aux collectionneurs, déclara la créature. Ils sont les fragments d'une vérité trop grande pour être possédés. Les gardiens originels parlent, murmura Hélène, stupéfaite. Après tous ces siècles. Nous observons votre querelle depuis des générations, continua la gargouille. Chaque faction détient une part de vérité, mais aucune ne la possède entièrement. Elle se tourna vers Amélie, la fixant de ses yeux de pierre. Toi, fille du sang de Vaudreuil, tu as été choisie. Non par hasard, non par héritage, mais par la force de ton âme. Choisie pourquoi? Demanda Amélie, trouvant à peine la force de parler. Pour décider, répondit simplement la gargouille. Un silence pesant s'abattit sur la cathédrale. Amélie sentait tous les regards converger vers elle, lourds d'attente et de crainte. Je ne comprends pas, dit-elle finalement. Je ne suis qu'une lycéenne ordinaire. Je ne sais rien de ces miroirs, de cette guerre ancestrale. Tu sais ce qui est essentiel, répliqua la gargouille. Tu as vu le pouvoir du miroir. Tu as ressenti sa vérité. Amélie pensa à Sophie, à la façon dont le miroir avait révélé sa culpabilité enfouie. Elle pensa à ses propres visions, au souvenir de l'accident qui avait tué sa mère, souvenir qu'elle avait refoulé pendant des années. Le miroir montre ce qui est déjà en nous, murmura-t-elle. Nos peurs, nos regrets, mais aussi notre courage. Précisément, approuva la gargouille. Les miroirs ne créent rien. Ils révèlent. Un éclair particulièrement violent illumina la cathédrale, suivi d'un coup de tonnerre qui fit trembler les vitraux. Dans cette lumière aveuglante, Amélie vit quelque chose qui lui glaça le sang. Sophie, debout près de l'entrée,
le visage blême, les yeux fixés sur le miroir. Sophie, aplatait-elle, incrédule. Que fais-tu ici? Son amie s'avança lentement, comme en transe. Il m'appelle, murmura-t-elle. Le miroir. Il me montre Thomas. Il dit que je peux le revoir, lui parler une dernière fois. C'est un mensonge, intervint Monsieur Renard. Le miroir ne peut pas ressusciter les morts. Mais il peut révéler ce qui reste d'eux en nous, corrigea Gérard Vernet. Les souvenirs, les émotions non résolues. Sophie continuait d'avancer vers le miroir, ignorant les gargouilles, ignorant le conflit qui l'entourait. Ses yeux ne voyaient que le reflet qui l'appelait. Sophie, arrête, cria Amélie, se précipitant vers son amie. Mais elle était trop tard. Sophie avait saisi le miroir à deux mains, et à l'instant où ses doigts touchèrent le bronze, une lumière aveuglante jaillit de la surface réfléchissante. Le corps de Sophie se raidit, comme traversé par une décharge électrique, puis s'effondra, le miroir toujours serré contre sa poitrine. Non, hurla Amélie, s'agenouillant auprès de son amie. Sophie respirait encore, mais ses yeux étaient révulsés, et des murmures incompréhensibles s'échappaient de ses lèvres. Le miroir, lui, semblait avoir changé. Sa surface n'était plus réfléchissante mais opaque, comme remplie d'un brouillard grisâtre qui tourbillonnait lentement. Son âme, murmura Hélène. Le miroir a capturé une partie de son âme. Comment est-ce possible? Demanda Amélie, désespérée. Vous aviez dit qu'il révélait, pas qu'il capturait. C'est parce qu'elle s'est offerte volontairement, expliqua la gargouille. Le miroir ne peut prendre que ce qui lui est donné. Comment la sauver? Demanda Amélie, les larmes aux yeux. Un silence pesant s'installa. Les membres de la confrérie échangèrent des regards sombres, tandis que les collectionneurs semblaient calculer les implications de cette situation inattendue. Il n'y a qu'une solution, dit finalement Lucas, s'approchant d'Amélie. Quelqu'un doit entrer dans le miroir et ramener l'âme de Sophie. Entrer dans le miroir, répéta Amélie, incrédule. Comment? En offrant une partie de sa propre âme en échange, expliqua Gérard. Un sacrifice volontaire, comme celui de ton ami, mais avec l'intention de revenir. C'est de la folie, protesta Monsieur Renard. Personne n'est jamais revenu du monde des miroirs. Personne n'a jamais essayé avec les bonnes intentions, répliqua Lucas. Les miroirs reflètent ce qui est en nous. Si l'on y entre avec la volonté pure de sauver, et non de prendre. Je vais le faire, décida Amélie, se relevant. C'est ma faute si Sophie est dans cet état. C'est à moi de la sauver. Non, intervint Lucas. C'est trop dangereux. Je vais y aller. Tu ne comprends pas, dit doucement Amélie. Sophie est là-bas à cause de sa culpabilité envers son frère. Elle cherche le pardon. Je suis la seule à pouvoir l'aider à le trouver, parce que je la connais, parce que je l'aime. Les gargouilles s'agitèrent, leur corps de pierre émettant un son semblable à un murmure approbateur. La fille de Vaudreuil a raison, déclara leur chef. L'amour est plus fort que la culpabilité. C'est le seul guide fiable dans les ténèbres du miroir. Amélie prit le miroir des mains de Sophie. Sa surface brumeuse semblait s'éclaircir à son contact, comme si elle reconnaissait son sang. Comment dois-je procéder? Demanda-t-elle, déterminée. Regarde dans le miroir, instruisit la gargouille. Regarde profondément, au-delà de ton reflet, au-delà de tes peurs. Cherche ton ami dans les ombres. Amélie fixa la surface du miroir. Au début, elle ne vit que le brouillard grisâtre qui tourbillonnait lentement. Puis, progressivement, des formes commencèrent à apparaître, des visages, des silhouettes, comme des fantômes pris dans la brume. Sophie, aplatait-elle doucement. Sophie, où es-tu? Le brouillard s'écarta, révélant une scène qui lui serra le cœur. Sophie, enfant, sur une plage rocheuse, regardant avec horreur un corps flotter dans l'eau. Son frère, Thomas. Ce n'est qu'un souvenir, murmura Amélie. Un reflet du passé. Elle continua à fixer le miroir, cherchant la vraie Sophie, celle du présent. Le miroir sembla réagir à sa volonté, les images changeant, se transformant. Et soudain, elle la vit, Sophie, recroquevillée dans un coin sombre, entourée de miroirs qui reflétaient tous la même scène tragique, encore et encore. Je l'ai trouvée, dit Amélie. Maintenant, comment puis-je la rejoindre? Touche le miroir, dit la gargouille. Offre-lui ce qu'il désire le plus, la vérité de ton âme. Amélie posa ses doigts sur la surface du miroir. Elle sentit une résistance, comme si elle touchait non pas du verre mais une membrane élastique. Puis, lentement,
ses doigts commencèrent à s'enfoncer dans la surface, suivis de sa main, de son bras. « N'aie pas peur » entendit-elle Lucas murmurer derrière elle. « Reste concentré sur Sophie. » Amélie ferma les yeux et se laissa glisser dans le miroir. Elle eut l'impression de tomber dans un puits sans fond, l'air froid sifflant autour d'elle. Puis, aussi soudainement que la chute avait commencé, elle s'arrêta. Quand elle rouvrit les yeux, elle se trouvait dans un espace étrange, une sorte de galerie des glaces où chaque miroir montrait un moment différent de sa vie ou de celle de Sophie. Au centre de cette galerie, son ami était toujours recroquevillé, les yeux fixés sur un miroir particulier qui montrait la noyade de Thomas en boucle. Sophie appela doucement Amélie. Son ami leva les yeux, son visage s'illuminant de surprise et d'espoir. « Amélie ? Tu es réelle ? Ou juste un autre reflet ? » « Je suis réelle, » affirma Amélie, s'approchant lentement. « Je suis venue te chercher, te ramener. »« Je ne peux pas partir, » murmura Sophie. « Pas avant d'avoir réparé ce que j'ai fait. »« Tu ne peux pas changer le passé, » dit doucement Amélie. « Même ici, dans le monde des miroirs, ce qui est fait est fait. »« Alors pourquoi continuer ?» sanglota Sophie. « Si je ne peux pas le sauver, si je ne peux pas me faire pardonner. »« Parce que la vie continue au-delà des regrets, » répondit Amélie. Parce que Thomas ne voudrait pas que tu restes prisonnière de ce moment pour l'éternité. Comme en réponse à ces paroles, le miroir qui montrait la noyade de Thomas changea. Au lieu de la scène tragique, il montrait maintenant Thomas souriant, heureux, comme dans les souvenirs les plus lumineux de Sophie. « Il ne me blâme pas » murmura Sophie, incrédule. « Comment le pourrait-il » dit Amélie. « L'amour ne connaît pas le blâme, Sophie. Seulement le pardon. » Elle tendit la main vers son amie. Viens. Rentrons ensemble. Sophie hésita, regardant une dernière fois le miroir où souriait son frère. Puis, lentement, elle prit la main d'Amélie. À l'instant où leurs doigts se touchèrent, la galerie des glaces commença à se fissurer, les miroirs explosant un à un autour d'elle. Amélie serra Sophie contre elle, fermant les yeux alors que le monde des reflets s'effondrait. Et puis, le silence. Quand Amélie rouvrit les yeux, elle était de retour dans la cathédrale, Sophie dans ses bras, le miroir entre elles. Mais le miroir avait changé, sa surface était à nouveau réfléchissante, claire comme de l'eau, sans trace du brouillard grisâtre. « Vous avez réussi » murmura Lucas, stupéfait. Sophie se redressa lentement, regardant autour d'elle avec confusion. « Que s'est-il passé ? Comment suis-je arrivé ici ? » « C'est une longue histoire » sourit Amélie, soulagée de voir son amie revenue à elle-même. Les gargouilles s'étaient rassemblées autour d'elle, leur corps de pierre émettant une lueur douce qui illuminait la cathédrale mieux que les cierges. La fille de Vaudreuil a prouvé sa valeur, déclara leur chef. Elle a affronté le miroir et en est revenue, non par la force, mais par l'amour. Qu'est-ce que cela signifie ? Demanda Monsieur Renard. Cela signifie que le temps des factions est révolu, répondit la gargouille. Ni les gardiens ni les collectionneurs ne possèdent la vérité entière. Les miroirs ne sont ni à craindre ni à convoiter, mais à comprendre. Elle se tourna vers Amélie. Tu as démontré que les miroirs peuvent être utilisés pour guérir, pas seulement pour révéler. C'est la clé que tous cherchaient sans le savoir. Gérard Vernet s'avança, son visage habituellement sévère adouci par une expression de respect. Peut-être avons-nous tous été aveuglés par nos propres reflets, admis-il. Par nos propres vérités partielles. Il est temps de réunir ce qui a été divisé, acquiesça Monsieur Renard, tendant une main hésitante vers son vieil adversaire. Alors que les deux hommes scellaient leur réconciliation, un éclair final illumina la cathédrale, suivi d'un roulement de tonnerre qui s'éloignait. La tempête s'apaisait, comme si elle avait accompli son rôle dans le drame qui venait de se jouer. Les gargouilles, une à une, retournaient à leur immobilité de pierre, remontant vers leur perchoir dans les hauteurs de Notre-Dame. Seul leur chef restait, ses yeux fixés sur Amélie. « Le chemin ne fait que commencer, dit-elle. Les 7 miroirs attendent d'être réunis, non pour ouvrir un portail ou révéler une vérité ultime, mais pour guérir les blessures du passé. Je ne suis pas sûr d'être prête pour une telle responsabilité, avoua Amélie. Personne ne l'est jamais, répondit la gargouille avec ce qui ressemblait à un sourire. C'est pourquoi tu ne seras pas seule. Elle jeta un regard significatif vers Lucas, qui s'était approché d'Amélie, et vers Sophie, qui commençait à comprendre l'étrangeté de la situation dans laquelle elle se trouvait. Les gardiens de pierre veilleront, conclut la gargouille avant de s'élever vers sa corniche, redevenant lentement une simple statue. Dehors, l'aube pointait, colorant le ciel de Paris de teintes rosées. La nuit des gargouilles touchait à sa fin, mais pour Amélie, Lucas et Sophie,
une nouvelle aventure ne faisait que commencer. 6 mois s'étaient écoulés depuis la nuit des gargouilles. Paris s'éveillait sous un soleil printanier, les terrasses des cafés s'animaient, et la vie avait repris son cours normal du moins en apparence. Pour Amélie Dubois, rien ne serait plus jamais comme avant. Assise à la terrasse des Deux Magots, elle observait les passants, cherchant inconsciemment des reflets dans les vitrines, des ombres dans les flaques d'eau. Le monde lui apparaissait désormais comme un immense miroir, où chaque surface réfléchissante pouvait dissimuler une vérité cachée. Encore perdu dans tes pensées? La voix de Lucas la ramena au présent. Il déposa 2 cafés sur la table et s'installa face à elle, son sourire chaleureux illuminant son visage. Je réfléchissais à tout ce qui s'est passé, admit Amélie. Parfois, j'ai l'impression que c'était un rêve. Un rêve partagé, alors, répondit Lucas, effleurant doucement sa main. Les cicatrices sur mon bras me rappellent que tout était bien réel. Ces cicatrices, vestiges de leur dernière expédition pour récupérer le 3e miroir dans les catacombes de Paris, étaient la preuve tangible de leur quête. 3 miroirs sur 7 avaient déjà été retrouvés, le miroir des regrets, qu'Amélie avait découvert au marché aux puces, le miroir des désirs, caché dans une crypte sous le Sacré-Cœur, et le miroir des peurs, extrait des profondeurs des catacombes après un affrontement avec ses gardiens spectraux. Sophie nous rejoint, demanda Lucas, sirotant son café. Elle termine son entretien à l'université, répondit Amélie. Elle est tellement excitée à l'idée d'étudier la psychologie. Elle dit que comprendre l'âme humaine l'aidera à mieux comprendre les miroirs. Lucas sourit. Elle s'est remarquablement adaptée à notre situation particulière. C'était un euphémisme. Après son expérience dans le miroir, Sophie avait changé. Plus sereine, plus forte, elle avait finalement parlé à ses parents de l'accident de Thomas. Ensemble, ils avaient entamé un processus de guérison qui, s'il n'effaçait pas la douleur, la rendait au moins supportable. « Et ton père ?» demanda Amélie. « Comment va-t-il » Le visage de Lucas s'assombrit légèrement. Il s'adapte. La fusion des collectionneurs et des gardiens en une seule organisation n'a pas été facile pour lui. 50 ans de rivalité ne s'effacent pas en quelques mois. La réconciliation des 2 factions, orchestrée par M. Renard et Gérard Vernet sous l'égide des Gargouilles, avait donné naissance à une nouvelle entité, les conservateurs. Leur mission n'était plus de cacher ou d'exploiter les miroirs, mais de les comprendre et de les utiliser pour guérir les blessures de l'âme. J'ai reçu un message de M. Renard ce matin, dit Amélie, baissant la voix. Ils ont peut-être localisé le 4e miroir. Le miroir des souvenirs. Où ? Demanda Lucas, soudain attentif. Dans un vieux manoir abandonné en Normandie. Une propriété qui appartenait autrefois à une branche éloignée des de Vaudreuil. Lucas hocha la tête, pensif. Nous devrions y aller ce week-end. Avant que quelqu'un d'autre ne le trouve. Car malgré la réconciliation officielle, certains membres des anciennes factions restaient sceptiques, poursuivant leurs propres agendas dans l'ombre. Les miroirs étaient toujours convoités, leur pouvoir trop tentant pour être ignoré. Amélie. Lucas. Sophie courait vers eux, ses cheveux blonds dansant dans la brise, son visage rayonnant. Elle s'effondra sur une chaise, essoufflée mais visiblement excitée. J'ai été acceptée, annonça-t-elle triomphalement. Programme spécial de psychologie avec option en études paranormales. Le professeur Devreux Hélène sera ma tutrice. C'est fantastique, s'exclama Amélie, serrant son amie dans ses bras. Et ce n'est pas tout, continua Sophie, baissant la voix. Hélène m'a parlé d'un ancien texte qu'ils ont découvert dans les archives de la confrérie. Il mentionne un 8e miroir. Lucas se figea. Un 8e ? C'est impossible. Tous les récits parlent de 7 miroirs, pas un de plus. Apparemment, ce dernier miroir serait différent, expliqua Sophie. Il ne reflèterait pas un aspect de l'âme, mais l'âme elle-même, dans sa totalité. Étienne de Vaudreuil l'aurait créé en dernier, puis caché, effrayé par sa puissance. Amélie sentit un frisson parcourir son échine. Si un tel miroir existe, il changerait tout, compléta Lucas. Il pourrait être la clé pour comprendre comment les 7 autres fonctionnent ensemble. Ils restèrent silencieux un moment, méditant sur cette révélation. Autour d'eux, Paris continuait sa vie, ignorante des mystères qui se jouaient dans ses entrailles. En parlant de miroir, dit finalement Sophie, j'ai fait des recherches sur celui des regrets. Je pense avoir compris pourquoi il a réagi si fortement à ma présence. Pourquoi ? Demanda Amélie, curieuse. Les regrets sont comme des encres qui nous retiennent au passé, expliqua Sophie.
Ils nous empêchent d'avancer, de guérir. Le miroir ne se contente pas de les révéler, il les amplifie jusqu'à ce qu'on soit forcé de les affronter. Ou de s'y noyer, murmura Amélie, se rappelant comment Sophie avait été piégée dans ses propres remords. Exactement, acquiesça Sophie. Mais tu m'as montré qu'il y avait une autre voie. Que le pardon envers les autres et envers soi-même était plus fort que la culpabilité. Lucas sourit. C'est peut-être ça, le véritable pouvoir des miroirs. Pas de révéler des vérités cosmiques ou d'ouvrir des portails, mais de nous forcer à nous regarder en face, à accepter qui nous sommes vraiment. Avec nos ombres et nos lumières, ajouta Amélie. Leur conversation fut interrompue par l'arrivée d'un message sur le téléphone d'Amélie. Elle le consulta, son visage s'assombrissant. « Qu'est-ce qui se passe » demanda Lucas, inquiet. « C'est mon père » répondit Amélie. « Il a trouvé quelque chose dans les affaires de ma mère. Une lettre qu'elle m'avait laissée, à ouvrir après sa mort. Il ne l'avait jamais vue avant aujourd'hui. »« Que dit-elle » demanda doucement Sophie. « Je ne sais pas encore. Il veut que je rentre. » Amélie rassembla ses affaires, troublée. « Il dit que c'est important, que ça concerne notre famille, et les miroirs. » Lucas et Sophie échangèrent un regard. « On vient avec toi » décida Lucas. L'appartement des Dubois était baigné dans la lumière dorée de l'après-midi quand ils arrivèrent. Philippe Dubois, le père d'Amélie, les attendait dans le salon, un coffret en bois posé devant lui sur la table basse. « Papa » appela Amélie. « Qu'est-ce qui se passe ?» Philippe leva les yeux, son visage marqué par l'émotion. Depuis qu'Amélie lui avait révélé la vérité sur les miroirs et sur l'héritage des de Vaudreuil, il s'était plongé dans des recherches sur l'histoire de sa défunte épouse, découvrant des secrets qu'elle avait emportés dans la tombe. « J'ai trouvé ceci en rangeant son bureau, dit-il, désignant le coffret. Il était caché dans un double fond du tiroir. Ton nom est gravé dessus. » Amélie s'approcha lentement. Le coffret, en bois d'ébène incrusté d'argent, portait effectivement son prénom gravé sur le couvercle, ainsi qu'un symbole qu'elle reconnut immédiatement, le même motif que celui ornant le cadre du miroir des regrets. « L'as-tu ouvert » demanda-t-elle, la gorge nouée. « Non » répondit Philippe. « Il est fermé à clé, et je n'ai pas trouvé la clé. » Mais il y avait cette lettre à côté. Il lui tendit une enveloppe jaunie par le temps, scellée à la cire, portant également son nom. Les mains tremblantes, Amélie brisa le sceau et déplia la lettre. L'écriture élégante de sa mère couvrait la page, évoquant immédiatement des souvenirs douloureux mais précieux. « Ma chère Amélie, lut-elle à voix haute, si tu lis ces lignes, c'est que je ne suis plus là pour te guider. J'aurais dû te parler de notre héritage bien plus tôt, mais je voulais te protéger, te permettre de vivre une enfance normale, loin du fardeau que porte notre famille depuis des générations. » Elle s'interrompit, émue, puis reprit, « Tu es l'héritière directe d'Élise de Vaudreuil, comme je l'étais avant toi, et ma mère avant moi. Notre lignée a toujours été liée au miroir, non comme leur créateur, mais comme leur protecteur naturel. Le sang qui coule dans tes veines te donne un pouvoir sur eux que d'autres convoitent. Le coffret contient la clé non pas celle qui ouvre les serrures, mais celle qui déverrouille les secrets. Étienne de Vaudreuil n'a pas créé les miroirs pour capturer les âmes ou ouvrir des portails, comme le prétendent certains. Il les a créés pour guérir, pour permettre à chacun de confronter les aspects les plus sombres de son être et de les transcender. Mais son œuvre a été mal comprise, déformée par la peur et l'ambition. Les 7 miroirs ont été dispersés, et avec eux, la vérité sur leur véritable fonction. La clé pour ouvrir le coffret se trouve là où tout a commencé, dans le reflet de ton propre cœur. Regarde-toi vraiment, Amélie, et tu trouveras. Je t'aime, ma fille. Pardonne-moi de t'avoir caché la vérité. J'espérais que ce fardeau ne t'atteindrait jamais, mais le destin en a décidé autrement. Ta mère qui veille sur toi, même au-delà du voile, Catherine. Amélie replia la lettre, les yeux embués de larmes. Le silence dans la pièce était palpable, chacun absorbant les implications de ces révélations. La clé se trouve là où tout a commencé, dans le reflet de ton propre cœur, répéta Lucas, pensif. Qu'est-ce que cela peut bien signifier? Amélie fixa le coffret, une idée germant dans son esprit. Le miroir des regrets, murmura-t-elle. C'est là que tout a commencé pour moi. Elle se leva et se dirigea vers sa chambre, revenant quelques instants plus tard avec le miroir. Sa surface était calme maintenant, reflétant simplement la pièce et ses occupants. « Que comptes-tu faire » demanda Sophie, inquiète. « Regardez vraiment » répondit simplement Amélie.
Elle plaça le miroir face au coffret et se positionna de manière à ce que son reflet apparaisse dans la surface polie. Fermant les yeux, elle se concentra sur son cœur, sur les émotions qui l'habitaient, l'amour pour sa mère disparue, la détermination de comprendre son héritage, le courage de faire face à l'inconnu. Quand elle rouvrit les yeux, son reflet dans le miroir avait changé. Ce n'était plus elle, Amélie Dubois, lycéenne de 16 ans, mais une jeune femme en tenue d'époque, dont les traits ressemblaient aux siens tout en étant différents. Élise de Vaudreuil. Le reflet lui sourit et tendit la main, comme pour lui offrir quelque chose. Dans sa paume ouverte brillait une petite clé en argent. Sans hésitation, Amélie tendit la main vers le miroir. À sa grande surprise, ses doigts traversèrent la surface, comme si elle plongeait dans de l'eau. Elle sentit la clé froide contre sa peau et referma sa main dessus, la ramenant dans le monde réel. Incroyable, murmura Lucas. Amélie inséra la clé dans la serrure du coffret. Elle tourna parfaitement, et le couvercle s'ouvrit dans un grincement délicat. À l'intérieur, reposant sur un coussin de velours noir, se trouvait un objet qui leur coupa le souffle, un petit miroir de poche, au cadre d'argent finement ciselé, représentant les 7 aspects de l'âme humaine entrelacés en un motif complexe. Le 8e miroir, murmura Sophie. Il existe vraiment. Amélie prit délicatement le petit miroir entre ses doigts. Contrairement aux autres, sa surface ne reflétait pas son visage, mais semblait contenir une lumière douce, comme un ciel étoilé enfermé dans un espace minuscule. C'est le miroir de l'âme, dit Philippe, s'approchant pour mieux voir. Catherine m'en avait parlé une fois, mais je croyais que c'était une légende familiale. Selon la lettre, ce miroir est différent des autres, réfléchit Lucas. Il ne révèle pas un aspect spécifique de l'âme, mais l'âme entière. Et si c'était la clé pour comprendre comment les 7 miroirs fonctionnent ensemble, suggéra Sophie, les yeux brillants d'excitation. Amélie observa le miroir avec attention. Au dos, une inscription en latin était gravée dans l'argent, Septem in uno, unum in omnibus, 7 en un en tous. Je crois comprendre, murmura-t-elle. Les 7 miroirs ne sont pas destinés à être réunis physiquement. Ils sont des fragments d'une vérité plus grande, que ce 8e miroir peut révéler. Elle leva les yeux vers Lucas, Sophie et son père. Les gardiens et les collectionneurs se sont battus pendant des siècles pour contrôler ou cacher les miroirs, mais aucun n'avait compris leur véritable fonction. Ils ne sont ni des armes ni des portails, mais des instruments de guérison. Comme ce qui s'est passé avec Sophie dans la cathédrale, acquiesça Lucas. Le miroir a révélé sa culpabilité, mais t'a aussi permis de l'aider à la surmonter. Exactement, confirma Amélie. Chaque miroir révèle un aspect de notre âme, regret, peur, désir, souvenir, non pour nous torturer, mais pour nous permettre de les affronter et de les transcender. Elle se leva, tenant le petit miroir comme une boussole. Notre mission n'est pas seulement de retrouver les miroirs manquants, mais de redécouvrir leur véritable usage. De restaurer l'œuvre d'Étienne de Vaudreuil telle qu'elle était conçue à l'origine, un chemin vers la connaissance de soi et la guérison. Sophie sourit, prenant la main de son amie. Et nous le ferons ensemble. Les conservateurs seront avec vous, ajouta Lucas. Mon père et monsieur Renard doivent voir ceci. Cela changera tout ce que nous pensions savoir sur les miroirs. Philippe s'approcha de sa fille, posant une main sur son épaule. Ta mère serait tellement fière de toi, Amélie. Tu as découvert en quelques mois ce que des générations ont cherché pendant des siècles. Amélie serra le miroir contre son cœur, sentant une douce chaleur en émaner. Pour la première fois depuis la mort de sa mère, elle se sentait complète, connectée à son passé et à son avenir. Dehors, le soleil commençait à se coucher, baignant Paris dans une lumière dorée. Sur les hauteurs de Notre-Dame, les gargouilles veillaient, leurs silhouettes se découpant contre le ciel rougeoyant. Sentinelle silencieuse d'une ville aux 1000 secrets, elle semblait sourire, comme si elle savait que les miroirs avaient enfin trouvé leur véritable gardienne. Car au-delà des reflets, au-delà des peurs et des regrets, se trouvait une vérité plus profonde qu'Amélie commençait tout juste à comprendre. Les véritables monstres n'étaient pas dans les miroirs, mais dans les secrets que nous gardons. Et le véritable pouvoir ne résidait pas dans la possession des miroirs, mais dans le courage de regarder en face ce qu'ils révélaient. Un nouveau chapitre s'ouvrait pour Amélie, Lucas et Sophie. Une quête qui les mènerait des catacombes de Paris aux châteaux oubliés de la campagne française, des bibliothèques poussiéreuses aux sanctuaires cachés. Une aventure où les frontières entre le passé et le présent, entre le réel et le reflet, s'estomperaient pour révéler l'énigme ultime, celle de l'âme humaine. Car comme l'avait écrit Étienne de Vaudreuil dans son journal intime, retrouvé des siècles plus tard par sa descendante,
le plus grand mystère n'est pas dans les étoiles ou les profondeurs de la terre, mais dans le cœur de chaque homme et femme. Et le plus grand miracle n'est pas de voir l'invisible, mais de se voir soi-même, vraiment, pour la première fois. Fin.